Alors, aujourd'hui, on plonge dans une source à la fois fascinante et, disons-le, assez radicale, les lettres du mot. Ces textes nous racontent une tentative d'ingénierie sociale tellement extrême qu'elle en donne le vertige. C'est une histoire qui force à questionner les fondements mêmes de notre société. Et voilà, dès le départ, le ton est donné. Un cuisant échec. Cette confession, c'est le point de départ d'une histoire complètement folle, celle d'une expérience aux ambitions démesurées qui, en fait, terriblement mal tournée. Et ça a forcé ses créateurs à tout repenser, à revoir de A à Z leur vision de la société. Bon, tout commence par une ambition quasi divine. Les scientifiques du mot ne cherchaient pas juste à améliorer l'humanité, non. Leur but, c'était de la transcender, de forger un être nouveau, débarrassé de toutes ses imperfections. En gros, créer un surhomme. Ce projet, il avait un nom, OMIJA. L'idée, c'était quoi? C'était de scanner toute la population pour trouver les individus supérieurs génétiquement. Ceux qui avaient une sorte de paix intérieure, un équilibre psychique parfait. Et leur structure cérébrale devait servir de modèle, un modèle à imposer à tous les autres. Et la méthode, elle était d'une brutalité clinique. Il faut oublier l'éducation, la thérapie, tout ça. Là, on parle d'une intervention physique directe sur le cerveau. Un copier-coller neuronal à très très grande échelle, pour éradiquer ce qu'ils considéraient comme des défauts de fabrication. Mais évidemment, quand on essaie de forcer la main à la nature, ça se passe rarement comme prévu. Les conséquences ont été désastreuses. Pourquoi? Parce que l'expérience a mis en lumière un principe fondamental qu'ils avaient complètement sous-estimé. La différence énorme entre un équilibre stable et un équilibre instable. Pour bien comprendre leur erreur, l'analogie du cône est juste parfaite. Un cône posé sur sa large base, il est stable, il faut y aller pour le faire tomber. Mais ce même cône, si on le met en équilibre sur sa pointe, eh bien le moindre souffle, la plus petite vibration et paf, il s'écroule. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ces esprits modifiés. En apparence, de l'extérieur, l'opération avait créé des individus parfaits. Mais à l'intérieur, leur esprit était devenu ce cône sur sa pointe, extrêmement fragile, vulnérable à la moindre petite perturbation. Le verdict est tombé, et il était sans appel. Les dégâts psychiques causés par cette quête de perfection artificielle étaient bien plus importants que les quelques bénéfices espérés. L'expérience n'était pas seulement un échec, c'était une impasse, et une impasse dangereuse. Cette prise de conscience a mené à une question absolument terrifiante. En jouant aux apprentis sorciers avec le cerveau, n'avait-il pas ouvert la porte à un futur de cauchemar, un monde peuplé d'êtres mentalement brisés, complètement aliénés? Cet échec monumental les a donc forcés à changer complètement de point de vue. Et si le problème, finalement, ce n'était pas la biologie, si le défaut n'était pas dans le cerveau de l'individu même, ailleurs, leur nouvelle conclusion était encore plus dérangeante. Le vrai coupable, c'était la société elle-même. En fait, ils ont compris qu'ils avaient essayé de réparer le hardware, le matériel, alors que le problème venait du software, du logiciel. C'est la société, l'environnement dans lequel les gens grandissaient qui était la source même du déséquilibre qu'ils avaient tenté, en vain, de corriger au scalpel. Leur nouvelle théorie tenait en un seul concept, le cercle vicieux de la détérioration. Ça fonctionne comme ça. Une société mal fichue crée des enfants déséquilibrés. Pour survivre là-dedans, ces enfants développent des réflexes négatifs, agressifs. Et le pire, c'est que ces réflexes finissent par s'inscrire dans l'héritage génétique, contaminant la génération suivante et accélérant la chute. Alors, face à un problème d'une telle ampleur, un cercle vicieux qui s'auto-alimente, quelle solution peut-on bien imaginer? Eh bien là, leur fut d'une radicalité presque impensable. Une solution qui portait un nom. IGIA-8SA. 30%, ce chiffre comme ça, il ne dit pas grand-chose. Et pourtant, c'est la clé de voûte de leur plan absolument monumental. 30% de quoi, au juste? 30% de la surface d'un continent entier. Il faut imaginer un territoire gigantesque complètement isolé, mis sous une cloche de quarantaine. Le but? Y faire pousser le germe d'une nouvelle société totalement coupée du monde pour la protéger de la contamination de l'ancienne. Le plan IGA-8, c'était donc ça, un reboot. Un redémarrage complet de la civilisation. Pour eux, c'était la seule façon de briser le cercle vicieux. Provoquer une rupture totale, radicale, pour empêcher que les réflexes viciés se transmettent d'une génération à l'autre. Et la mise en œuvre, elle fait froid dans le dos. Dès la naissance, au moment précis où on coupait le cordon ombilical, les bébés étaient retirés à leurs parents. Ils étaient ensuite élevés par la collectivité dans cette zone protégée. L'objectif était de créer une page blanche. Une génération qui ne connaîtrait rien des défauts de l'ancienne société.
Cette histoire, aussi étrange soit-elle, est en fait utilisée comme un miroir tendu à notre propre monde. Les lettres du mot se servent de cette perspective pour analyser notre société en pointant ce qu'elles appellent nos propres facteurs inhibiteurs, en gros tout ce qui nous empêcherait d'évoluer. Et leur diagnostic est assez sévère. D'abord, un immobilisme mental qui s'installerait après 28 ans. Ensuite, une culture qui voit le changement d'avis comme une trahison. À ça s'ajoute un durcissement général face à l'injustice, un manque d'empathie. Et même, chez les plus éduqués, une incapacité à maîtriser ses propres vices. Difficile de ne pas y voir un écho de notre propre monde. Mais d'après ces textes, le plus grand piège de tous, l'idée la plus dangereuse, c'est l'attente passive. Cet espoir un peu secret qu'une solution miracle, simple, facile, sans effort, va tomber du ciel pour nous sauver de problèmes qui sont en réalité terriblement complexes. C'est le refus de faire le travail difficile que tout vrai changement demande. La réflexion finale nous laisse avec une comparaison simple mais vertigineuse. D'un côté, la complexité déjà énorme qu'il faut pour construire une simple route, de l'autre, la complexité quasi infinie d'un seul cerveau humain et par extension de toute une société. La question qui reste en suspens est immense. Si même les problèmes simples demandent un savoir-faire incroyable, comment peut-on espérer résoudre les problèmes les plus profonds de l'humanité avec des solutions faciles? Voilà qui laisse songeur.